Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer. Bienvenue à édition 62. Fin ce jeudi des inscriptions pour les prochaines législatives dans le pays. Près de 200 candidats de toute tendance politique ont déjà fait le dépôt de leurs pièces au bureau électoral départemental de l'Ouest 1. C'est le président du BED, Wali Dessens, qui en a fait l'annonce. Il souligne que plusieurs prétendants à ces élections n'ont pas pu se faire inscrire à cause de documents insuffisants. Le numéro 1 du BED se dit disposé à accompagner tous les candidats dans le processus d'inscription. Suivons ces déclarations au micro de Jean-Alain Macajou. De date d'inscription commencée jusqu'à hier, nous totalisé un total de 152 inscrits. Parce que seulement hier, nous fait 86 inscrits. Jeudi, encombrement en pile. Il y a pile de monde qui est déjà inscrit parce que nous avons une cinquantaine épique et nous avons terminé jeudi à 11h59 et quel que soit le candidat qui l'a à 11h59, nous sommes capables d'inscrire. Mais s'il vient à minuit, dehors barrière, il n'est pas capable d'entrer encore. Et que nous étions juste dans l'heure ça, juste pour nous capable de faciliter tout le monde. Tout le monde qui a intention pour poser candidature, nous facilitons en ce sens. Si il y a des gens qui ont un problème pièce, moun ça, l'a bien temps à arranger pour le capable de retourner. Parce que nous-mêmes, nous avons fait un service public, nous mettons au service du grand public. Dernière journée, dernier tour de piste, les BED sont envahis de candidats. C'est la bousculade pour se faire inscrire et ne pas rater le train électoral. Ce jeudi, le BED de l'Ouest 1 est pris d'assaut. Suivez ce reportage. Signé Jean-Alain Macajou sur des images réalisées par Moralus Fablemont. On ne peut plus se cacher. Les candidats comme des loups sortent du bois, montrent leur visage. Ils étaient plusieurs dizaines ce jeudi et à l'heure où nous vous parlons, ils continuent de défiler dans les différents BED des 10 départements géographiques du pays. Annoncée depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, la femme du président de la République est sortie de l'ombre. Peu de suspense. Sophia Saint-Rémy-Martelly sera bel et bien dans la course. Elle se présentera au sénatorial pour le département de l'Ouest. Souriante, sûre d'elle, vêtue de rose, Sophia Martelly se jette dans l'arène politique à la suite de son président de mari. La première dame a été brève, elle n'a pas fait trop de commentaires, seulement une phrase. Après son inscription, elle est repartie, entourée de ses gardes du corps et de son personnel. Ce même jeudi, autre personnalité a se présenter au BED de l'Ouest 1, l'ex-militante Annette Auguste Disso-Anne. Démarche mesurée par le poids des ans, toujours vêtue d'habits traditionnels à l'africaine, celle qui anime l'émission Maman Tambou, émission culturelle, ancrée dans la tradition créole, a fait elle aussi le dépôt de sa candidature au BED de l'Ouest 1 pour les sénatoriales. Elle a expliqué son choix de parti et sa motivation. Cette inscription que je fais là, vous voyez ça, sénateur. Pour qui département? L'Ouest. Qui ça qui motive ou prendre décision comme ça? Eh bien, motivation, c'est nous-mêmes, oui. Parce que moi, je n'ai pas marché bien pour nous. Alors, je vais vraiment être là. En façon pour me déraciner de tout mal avec l'autre collègue Kapla. Parce que Jean-Bagay a marché à nous-mêmes, nous ne sommes pas contents. Le peuple n'est pas content, moi-même nous ne sommes pas contents. Nous allons faire tout le bagage ensemble pour nous marcher bien. Parce que le pays d'Haïti, c'est le pays nous tous qui est. Ce n'est pas une question d'emblème, de parti, de bagage. C'est Haïti d'abord. La presse continue de surprendre. Après Clarence Renoir, Dali Vallet, Jacques Sampeur, c'est au tour de Caleb Desrameaux de se déclarer candidat aux prochaines élections pour la circonscription de Tabar sous la bannière de la plateforme Vérité. L'animateur entend travailler s'il est élu à élaborer des lois pour l'accès à l'information et un meilleur traitement pour les journalistes. Qui ne se rappelle pas de Jean-René Sinatus, alias Zokiki, celui qui a incarné la police des mœurs aux premières heures du régime Tête Calée. L'ex-commissaire du gouvernement près du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, lui aussi, se jette à l'eau. Il a fait la queue ce jeudi pour faire dépôt de ses pièces en tant que candidat au Sénat sous la bannière de la Ligue dessalinienne. Puisque c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est le peuple qui a révoqué les gens, moi je viens aujourd'hui dans le BED là pour moi venir inscrit comme candidat au sénatorial de l'Ouest. Moi je viens pour mal sénateur de l'Ouest avec bien sûr l'appui des familles,
avec bien sûr l'appui des institutions du pays, avec toutes les couches sociales du pays. Maintenant, tu pour la bataille pour nous garder dans quelle mesure? En dehors de alors, à côté de l'Utzoki, qui a mené stopper pour nous regarder comment nous sommes capables d'implémenter des propositions de loi sur le renforcement de la famille. Nous avons gagné pour une bataille tout. Non seulement pour nous consolider la famille, nous n'avons pas une bonne société si je dis nous n'avons pas une bonne famille. Nous avons la bataille pour nous regarder dans quelle mesure nous sommes capables de faire justice, nous fonctionner. Louis-Gérald Gilles, Famille Lavalas, candidat confirmé depuis un certain temps pour les sénatoriales de l'Ouest, a lui aussi fait le dépôt de ses pièces ce jeudi, toujours égal à lui-même. Le docteur Louis-Gérald Gilles a expliqué ses motivations et celles de son parti. C'était aussi l'occasion pour l'ex-député de Carrefour, Milien Fromage, de faire son grand retour sur la scène politique. Le militant Lavalas avait annoncé les couleurs lors d'une manifestation de rue de l'opposition. Il avait déclaré que le parti de Jean-Bertrand Aristide allait rafler tous les postes à pouvoir dans ces élections. Pas oublier, famille Lavalas, nous mettons dehors depuis plusieurs années après de mettre nous dehors. Je dis à nous tourner pour nous être capables de faire la satisfaction. Nous ne pas tourner dans un sentiment de victoire pour nous, mais nous tenons un sentiment pour nous capables d'aider la famille Lavalas à atterrir, pour nous au moins faire la toute santé pour mettre 2011. Parce que nous sommes un parti qui a un programme et nous sommes un parti qui est attaché à masse peuple. Vous voyez, nous avons un livre blanc qui explique qui ça nous va le faire, comment on a atterri, comment on aider les gens. Parce que l'objectif, nous, ce n'est pas objectif. Et nous-mêmes, c'est servir, nous venons servir. Nous sommes heureux d'être là sous la bannière de la plateforme Bouclier. Si je suis là, c'est pour un changement pour les citoyens de Delma, pour les jeunes. Gary Bodo veut charrier les revendications des contribuables, notamment le problème foncier. Ce n'est pas un projet personnel dans la mesure où moi je dis que je viens député. Je n'ai pas fait un rêve, donc c'est pour loi dans la famille qui dit que je suis bon candidat pour député. Mais ça a parti d'un ensemble de constats par rapport avec un ensemble de constats cohérents qu'a posé dans la commune d'Elma. Moi-même comme jeune qui levé dans la commune, qui levé dans la circonscription d'Elma, qui fait là, qui fait toute primaire là, qui fait secondaire là. Ouais, donc bon ensemble d'organisations sociales, nous avons réfléchi avec eux, qui demandent nous pour nous porter nous comme candidat pour poste député. Donc, ce n'est que lundi, nous commençons à faire pièce. Donc, c'est ensemble de sondages qui sortent pour nous la donne parce que nous n'avons pas été candidats. Mais à partir d'aujourd'hui, et mettre terrain, prendre terrain, donc population d'Elma, ensemble de jeunes qui toujours réfléchir ensemble dans des clubs littéraires, penser ensemble de problèmes qui sont supposés toucher à Delma, notamment la problématique foncière. Le Genson Jules Saint se présente sur la bannière de Bourrade pour la première circonscription de Port-au-Prince. Il est motivé par la jeunesse et les différents problèmes auxquels elle fait face. Une formation comme travailleur social avec droit, donc nous sommes conscients d'un ensemble de problèmes de services qui posaient en Haïti en général, particulièrement là, on prend dans la zone La Saline, là, on prend dans la zone Fonds National, là, on prend dans la zone Crissois. Nous sommes capables de faire observation après l'appli et même avant l'appli où on nous compte que Fatra envahit Mounio. Donc, ce sont des services qui ne sont pas résolus. Est-ce qu'il y a quoi qui mettait pour bailler service dans le budget? Est-ce qu'il est normal que pour Mounio pas de côté pour jeter Fatra et obligé de faire dans la rue? Ça, c'est un. Deuxième problème encore qui porte motivation, c'est la question de jeunes. En pile fois, nous faisons un pile discours sur jeunes, nous faisons un pile parlant en pile sur question jeunes, mais si nous avons une loi cadre réellement qui prend question jeunes en charge, est-ce que même si tout le monde a crédit, est-ce qu'il n'y a pas un crédit réel pour l'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas un crédit réel pour les jeunes qui veulent entrer dans la question business? Est-ce qu'il n'y a pas un financement pour le start-up là pour commencer? La plateforme politique G20 de Carrefour en action se positionne sur le déroulement du processus électoral et encourage les principaux acteurs politiques à se mettre au travail en vue de faciliter un climat de paix capable de favoriser la réalisation des élections crédibles dans le pays. Kossi David, coordonnateur général du G20, salue la volonté des conseillers pour l'avancement du processus. Il les invite à garder leur neutralité tout au long du processus électoral. Kossi David au micro de Franz Pierre-Louis. Nous sommes intéressés. Nous suivons la plateforme GV Carrefour. Ça fait des années que Carrefour participe dans l'élection. Carrefour n'a jamais un député qui jamais représenté valablement. Automatiquement, le sénateur fait prendre des signatures pour élire démocratiquement comme sénateur de l'Ouest. Ou pas jamais entendre, même nous fait paroissial et ou pas jamais au Carrefour.
Hier, nous-mêmes, au niveau de plateforme, nous avons un grand compte. Nous avons fait un club, Simalo, dans le local magistrat Judelan, Edouard, Pierre. Côté que 13 sections communales là, nous avons chita ensemble. Des militants engagés, nous avons dit que faut nous capables de voir ça que les députés pour capable représenter nous valablement. Et bien, il faut précision par la presse. Même les députés n'ont pas payé, ils vont sortir au niveau de la plateforme lancée, parce que la plateforme n'a pas inscrit pour participer dans l'élection. Mais nous allons dire, peuple Kafoua, mais députés qui n'ont pas payé. Nous suivons. Il y a 4 députés à mort qui commencent à faire si babaye par le peuple Kafoua. Nous dit avec le peuple Kafoua, dans les jours à venir, nous avons un grand rassemblement nous allons faire au niveau de la commune de Kafou. Pour nous dire, même nous habilités, nous avons possibilité pour aller représenter nous Kafou. Je dis, nous suivons. Pendant toute période législative, nous n'avons jamais un député Kafou parler au nom de Kafou. Automatiquement, nous sommes élus au niveau de la commune de Kafou, nous rassemblons nos bébés ou un mof. José a dit ça fini. Au contraire, nous, même au niveau de la plateforme GV Kafou en action, nous avons pile considération que nous avons fait pour nous appuyer un député qui est éloquent, qui a une capacité pour capable représenter nous valablement. L'organisation Justice et Solidarité du cabinet Maisonneuve est montée au créneau ce jeudi pour dénoncer la décision du juge Lamar Bélizer de libérer Roudelier Théard et Renel Nelfort avec la complicité du doyen Raymond Jean-Michel. Ebens Exantus et Maisonneuve Marc-Antoine, respectivement secrétaire exécutif et conseiller de justice solidarité, exigent les institutions concernées à assumer leurs responsabilités et de rétablir la vérité autour de cette saga qui tend à avilir davantage le système judiciaire. Ebens Exantus et Maisonneuve Marc-Antoine sont au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Dans tout pays qui voulait la paix, développement social et économique, justice là doit toujours être base là. Je veux dire, tout le monde reconnaît justice là pas bail tranquillité avec la paix dans mi-temps citoyen yo. Après jugement Lamar Bélizer 17 avril passé, tout le monde est à clair que l'état de droit est loin pour que l'est effectif dans le pays d'Haïti. Et que chaque citoyen, chaque organisation doit dire un mot par rapport à dérive ça on a subi journée aujourd'hui dans le pays parce que chaque monde est capable de vivre victime. Après décision juge Lamar Bélizer là, bon, en fait, quand même son juge, parce qu'il a touché l'argent d'État. Juge Lamar Bélizer fin non. Justice et solidarité est une organisation droits humains. Cabinet Maisonneuve et associés. Nous reconnaissons que Lamar Bélizer pas seul monde qui complice. Non. Dossier ça que toute population victime soit directement ou indirectement. Li gagné le fameux doyen Raymond Jean-Michel, li c'est responsable au premier chef parce que li c'est moun qui responsable pour distribuer dossier yo pour question assise criminelle et li joue moyen pour que li baille à Lamar Bélizer. Le fameux Lamar Bélizer, un dossier qui lui-même gagné kidnapping, ça le blanchiment des avoirs, association de malfaiteurs que tout le monde connaît qui ça qui Lamar Bélizer là. Donc nous dit Raymond Jean-Michel, lycée complice dans le dossier ça. Nous pas voulons complice. Nous pas voulons contribuer à l'aggravation de la situation de par silence. C'est la raison pour laquelle nous entreprenons des marches là. C'est la raison pour laquelle nous décidons de fixer position sous dérive ça qui était produit en dedans par la justice l'an journée qui était 17 avril 2015. Fomdou, après toute intervention, ou rafale juriste, avocat, moun kap milité en dedans organisme de défense des droits humains.
après même intervention des conseillers en dedans CSPJ, en dedans des employés, des acteurs en dedans ministère de la Justice. Les nous comprennent et admettent effectivement que le dossier est déjà pendant par devant la cour d'appel. Et que l'élémentaire, le dossier pendant par devant la cour d'appel, eh bien, juge première instance, en sens ça, devrait attendre la décision de la cour d'appel. Là, nous comprenons que la Marbélisère, décision, ça a été prend l'enjou qui était 17 avril 2015 pour te libérer deux personnes tête chargées ça yo. Ou li était à Crenel Nelfort, une décision qui c'est honte, qui c'est une gros honte pour pays et particulièrement pour Sila yo k'ap militer en dans système judiciaire là. Et là nous comprenons tout que la Marbélisère pas pour compte li. C'est toujours un support, un rafale institution et un rafale acteur en dedans même appareil judiciaire là, comme en termes de décision la présidence. La jeunesse ouvrière chrétienne d'Haïti tire la sonnette d'alarme pour un meilleur traitement de la classe ouvrière. Les membres de cette organisation, lors d'une visite de terrain effectuée dans le sud, l'Artibonite, le nord et l'ouest, disent constater avec tristesse les conditions de travail des ouvriers au niveau de certains parcs industriels. C'est purement de l'esclavage moderne où le salaire des ouvriers est nettement inférieur à leur force de travail. À l'occasion de la Semaine internationale des jeunes travailleurs, la JOCH déplore l'absence d'une vraie politique d'emploi capable de lutter contre le chômage. Adner Estello est au micro de Télégalaxie. À l'occasion de la Semaine internationale des jeunes travailleurs, j'ai observé dans l'environ qui était fait dans Okaï, Gonaïve, Okap et Port-au-Prince, la vie a vu piché pour les jeunes. Pour ceux qui arrivent joindre un travail, traitement et salaire pas répondre du tout. C'est plutôt une situation d'exploitation et injustice. Côté plus gros, à craser petit. Richesse travail, moun qui plus pauvre, aller joindre ça qui déjà riche. Rapport qui gagne dans le travail, c'est là montre à clair. Condition moun ap travail la journée aujourd'hui, c'est l'esclavage moderne. Un travailleur ou bien travailleuse doit commencer le travail depuis 7 h dans le matin pour arriver 5 h dans l'après-midi. Ça qui fait 10 heures de temps pour une journée de travail pour seulement 225 gouttes. Et en pile fois, sans un contrat formel qui t'a doué définir règle jouette là entre patron et travailleur. Sans nous pas parler 12 heures de temps, agent sécurité à travail alors que pas gain aucune considération pour catégorie ça. J'ai saisi ouais, depuis dès l'année, Conseil supérieur salaire pas dit rien sur salaire poitriné. Il était fini lagué dans le corsage travailleur et travailleuse alors que le code de travail là dans l'article 137 fait l'obligation chaque année pour garder et porter une amélioration sur le salaire travailleur devant la vie chère qui a gagné. Je vais demander qui vrai rôle l'instance là. Est-ce que c'est un outil pour défendre l'intérêt classe grand nègre? De l'autre côté, je constate que la majorité des jeunes vivent dans la pauvreté et la misère parce que ils n'ont pas qu'à joindre un travail malgré l'âge, l'énergie et la profession pour ça. L'État n'a pas aucune politique de travail pour les jeunes qui soulager la souffrance. Le seul espoir pour les jeunes, c'est voyager quel que soit le moyen. Les jeunes disent que bouquet prend humiliation, déception et pataswell mauvais politique politicienne qui finit avec dignité. Devant la situation malouque, je suis indigné. Les liwè, la garder mauvaises conditions de travail, travailleurs qui pas capable de manger avec salaire journalier et aller ouais pour yo ta prendre soin famille comme ça doit.
Un coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Face à l'afflux de migrants via la Méditerranée, les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour tenter de dégager des pistes de solutions, moyens financiers et logistiques. C'est l'une des thématiques qui seront abordées lors de ces assises extraordinaires. Avant les arrivées de tout le monde, eh bien, il y a eu une bilatérale entre Angela Merkel et Alexis Tsipras, toujours sur le sujet de la Grèce. Mais promis, juré, cette fois-ci, on ne va pas se focaliser sur la Grèce et son état économique, mais bien sur la question de la migration en Europe et de comment trouver une solution à ce drame en Méditerranée qui a déjà coûté la vie maintenant à plus de 1600 personnes depuis le début de l'année. Alors, on parle bien sûr, à 28, on va parler d'un renforcement des moyens de l'agence de protection des frontières extérieures Frontex qui, depuis octobre dernier, a remplacé la mission italienne qui s'appelait alors Mare Nostrum par une mission européenne Triton, mais qui est dotée de 3 fois moins de moyens, 3 fois moins d'argent. Par exemple, on est passé de 9 millions à 3 millions d'euros par mois. Et puis 3 fois moins d'hélicoptères, beaucoup moins de bateaux également. Alors, on voudrait multiplier par 2 le budget, mais vous voyez que le compte n'y est toujours pas. Et puis surtout, on n'est pas sûr que les Européens vont se mettre d'accord pour que cette mission, qui n'a pas vocation à un sauvetage en mer très éloigné, pas au-delà des 30 000 des eaux territoriales, eh bien, puisse véritablement aller repêcher à très grande échelle ceux qui ont besoin d'être secourus. Il y a aussi la réflexion sur l'hébergement de 5 000 Syriens, avec l'idée de répartir mieux entre les pays les demandeurs d'asile. C'est la clé du problème européen, avec une forte hésitation des États membres. C'est pour l'instant l'Allemagne qui a reçu 200 000 demandes d'asile en l'année 2014, qui est leader sur ce dossier, championne de l'accueil des demandeurs d'asile. 2 otages occidentaux d'Al-Qaïda tués par erreur lors des raids américains en Afghanistan. Le président Barack Obama a exprimé ses condoléances pour les otages tués et dit assumer la responsabilité de ce qui est arrivé. On apprend surtout que les 2 hommes ont été tués par erreur par des frappes américaines. Oui, on a eu un communiqué de la Maison-Blanche et Barack Obama s'est exprimé dans la foulée pour ce qui est vraiment apparaît comme une erreur très grave, et le président a choisi d'assumer sa responsabilité et d'annoncer cette erreur publiquement. Donc ce qu'on apprend par la Maison-Blanche, eh bien, c'est qu'effectivement il y a eu une opération antiterroriste contre un camp d'Al-Qaïda dans les montagnes d'Afghanistan et qu'il y avait par erreur des otages occidentaux présents dans ce camp, ce que les Américains ne savaient pas. 2 hommes ont été tués, Warren Weinstein, qui est américain, qui était détenu par Al-Qaïda depuis 2011, et un Italien, Giovanni Loporto, qui était détenu aussi par Al-Qaïda. Les 2 hommes, nous ne savions pas qu'ils étaient là, c'est une erreur tragique, dit la Maison-Blanche. Ça, c'est pour les informations officielles. Après, il y a quelques sources américaines qui sont citées par des médias américains qui donnent un peu plus de précisions, qui ne sont pas confirmées par la Maison-Blanche. Il s'agissait d'attaques de drones en janvier, le 14 et le 19 janvier, et très précisément dans la zone de l'Hindu Kush, qui est donc à la frontière sud de l'Afghanistan, à la frontière du Pakistan. Oui, Barack Obama, Stanislas, qui assume ses responsabilités. Séquence difficile pour le président. Oui, mais c'est vraiment avec beaucoup de responsabilité. C'est vraiment le mot que Barack Obama a pris le micro et qu'il s'est adressé aux reporters et aux Américains de manière plus large, parce que cela a été retransmis sur toutes les chaînes américaines. J'assume la responsabilité en tant que président, en tant que commandant en chef. C'est moi qui ai donné l'ordre de ces opérations. Barack Obama qui s'est adressé directement aux familles des otages tués pour exprimer son profond regret. Il reconnaît qu'il y a une erreur. Parfois, il y a des erreurs parfois mortelle dans le domaine du renseignement, explique Barack Obama. Il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas de preuve formelle de la mort de ces 2 otages. Les Américains, selon plusieurs sources, n'ont pas de corps, pas de traces ADN, mais ils en sont arrivés à la conclusion, au bout de quelques mois, que les 2 hommes avaient été tués, notamment en interceptant des communications. Barack Obama qui a appelé lui-même la famille de Warren Weinstein et qui a parlé directement à Matteo Renzi, le Premier ministre italien. Merci beaucoup Stanislas, en direct de Washington. Le volcan Cableco au Chili s'est brutalement réveillé ce matin après 43 ans. Ce volcan a craché des nuages de cendres de 10 km de hauteur. Les autorités chiliennes ont dû procéder à l'évacuation de 5000 personnes. Pendant 1h30, le volcan va cracher ses cendres à une hauteur de 10 km, formant, on le voit sur ces images accélérées, un gigantesque nuage en plein coucher du soleil.
Un réveil soudain du volcan Calbuco, endormi depuis 43 ans. Les habitants sont stupéfaits. Au début, c'était tout petit. Et ensuite, le nuage est devenu énorme. On n'a jamais vu une chose pareille. Ça a créé la panique, un vrai chaos, avec des gens qui couraient partout, cherchaient des taxis, allaient acheter de l'eau et essayaient d'aller retirer de l'argent aux distributeurs. Les autorités ont ordonné l'évacuation dans un rayon de 20 km autour du volcan, créant embouteillage et files d'attente devant les stations-service. L'état d'exception a été décrété dans cette région à 1300 km au sud de Santiago, ce qui veut dire que l'armée va prendre le contrôle de la zone. L'éruption n'a pas fait de victimes, mais les spécialistes craignent maintenant des coulées de lave. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.